Lors de la deuxième édition du colloque des leaders pédagogiques de la FEEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, cette vaste question était lancée aux personnes participantes. Au carrefour entre l'école d'hier et celle de demain, où voulons-nous être? Mon nom est Maxime Pelchat et j'ai eu la chance d'entendre les différentes pistes de réponses explorées pendant ces 2 journées de travail et de réflexion. J'ai profité de l'occasion pour reprendre le micro et discuter avec quelques leaders au sujet de certaines initiatives pédagogiques qui sont mises en œuvre dans les écoles du réseau. Des conversations inspirantes avec des personnes inspirées. Bienvenue dans la saison 2 de Leadership partagé, une série d'entrevues balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. Parlons d'apprentissage par projet. Parlons de situations authentiques dans lesquelles on lance nos élèves, toujours dans un but d'apprendre et de développer des compétences. Puis je suis content d'avoir avec moi autour de la table Renée Haché, qui est enseignante au primaire à l'Académie Charles Lemoine. Merci d'avoir accepté l'invitation, Renée. Merci. Et je suis aussi avec Josée Portelance, qui est conseillère technopédagogique au Collège Saint-Sacrement. Bonjour. Merci d'être là. Puis d'emblée, je vous poserai la question, c'est-tu juste un trip, ça, l'apprentissage par projet, ou il y a vraiment de l'apprentissage à faire avec ça? Ben écoute, moi je pense que oui, il y a de l'apprentissage parce que ce que je vois dans un projet que l'on crée avec nos élèves, c'est que c'est une situation de la vraie vie où on va se retrouver, où les élèves vont se retrouver en étant adultes. Donc, ça peut pas être juste une mode. Il faut mettre les élèves dans des situations qui vont leur permettre de résoudre des problèmes, puis de faire aller leur créativité, mettre leur créativité de l'avant, parce que c'est comme ça que la vie se vit, puis c'est comme ça aussi que les emplois du futur vont chercher leurs futurs employeurs. Donc, comment on peut avoir quelqu'un qui est apte à résoudre des problèmes, qui est apte à user de créativité pour résoudre des problèmes, trouver des situations ingénieuses. Donc, je pense que mettre les élèves en situation de problème, en situation de projet, ça colle complètement à leur future réalité. Mm-hmm. Et toi, Renée, c'est la même chose dans ta réalité au primaire? Tout ça semble cohérent aussi? C'est absolument cohérent. Ça permet de travailler justement tellement de compétences transversales qu'on veut que les élèves développent, toutes les habiletés socio-émotionnelles aussi. Donc, ça va chercher beaucoup plus que juste la page de mathématiques qu'on fait en classe avec les élèves. C'est vraiment la rendre concrète. On peut aussi faire des beaux liens des fois avec la communauté, les parents, les autres élèves de l'école aussi. Donc, ça peut aller vraiment au-delà de juste un apprentissage vraiment quelque chose en mathématiques qui veut rien dire, mais si on le sort de son contexte, là, il prend vraiment sa forme et toute sa signification. Puis c'est tout, parce que c'est ce que j'entends de vos deux côtés, là, que cette ouverture, un peu comme des murs de l'école vers l'extérieur, on y voit vraiment comme un avantage notable pour l'engagement des élèves à ce niveau-là. Il y a vraiment un élément tangible là-dessus? Bien, tout à fait. Si je pense, entre autres, là, l'idée qui me vient, c'est quand on crée un projet que l'on veut diffuser, déjà au départ, en sachant que notre auditoire va être différent de juste les élèves dans notre classe ou de notre prof, on sait que ça va être diffusé ailleurs sur des plateformes où il y a plein de gens qui vont pouvoir venir voir, écouter nos créations, nos résultats de projet. Ben en fait, ça devient très engageant et très motivant pour la suite, là. C'est significatif, en fait. Donc, je pense que ça va vraiment chercher la motivation chez les enfants aussi, surtout quand on parle d'intérêt. Je pense, disons, en première, deuxième année, on avait fait un projet sur les animaux domestiques. Puis c'était au-delà de juste une thématique parce que c'était vraiment, OK, les animaux domestiques, mais comment qu'on peut leur venir en aide. Puis on s'est affilié avec un refuge pour animaux dans notre région. Puis là, les enfants, même tout petits, première, deuxième année, on s'est questionné à savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide aux animaux du refuge? Puis on a décidé d'organiser un lecture-auton. Mais là, ça allait chercher plein de compétences aussi, là, de la compétence de lecture. On a écrit une lettre aux parents aussi pour les informer. Donc, c'était allé chercher plein d'éléments. Puis les élèves étaient tellement engagés, tellement motivés. Puis après ça, la représentante du refuge est venue ramasser les sous, nous remercier. Donc, on a vraiment pris, admettons, la lecture, mais l'amener à un autre niveau et d'une autre façon que vraiment fait que les élèves étaient super contents puis engagés. Puis d'avoir des experts qui viennent de l'externe, souvent, ça permet aux élèves d'apprendre à mieux se connaître puis à découvrir peut-être des nouveaux intérêts, des nouveaux champs où ils auront envie d'aller plonger un peu plus tard. Donc,
tu sais, on essaie de les éduquer à la société, mais on veut qu'ils deviennent des citoyens du monde. Donc, c'est en leur offrant, je pense, plusieurs possibilités de contact avec les gens de l'extérieur qui vont en venir justement à faire le meilleur des choix après pour eux, là. Ouais, vraiment intéressant cet élément un peu gagnant-gagnant de dire que, tu sais, oui, on sort les éléments de l'école à l'extérieur, mais il y a l'extérieur qui entre aussi à l'école puis qui peut venir apporter des choses qui sont complémentaires, dans le fond, au personnel enseignant qui est sur place. Évidemment, on devine que de se lancer dans des projets comme ça prend du temps, ça prend des ressources. On a l'impression souvent que c'est deux éléments cruciaux dans nos milieux qui sont pas infinis, évidemment. Là, ce temps-là, ces ressources-là. Comment on fait pour faire de la résolution de problèmes autour de cette non-infinité, dans le fond, là, de temps et de ressources pour pouvoir vivre pleinement là, ces occasions là, de situations authentiques? Comment ça se passe chez vous là, pour essayer d'aborder ça? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'impliquer les élèves. Des fois, on veut que tout soit si beau, prêt à l'avance, les petites affiches magnifiques plastifiées. Mais comme même, disons, l'idée du lecture automne, c'était venu des élèves. Écrire la lettre pour les parents, c'est les élèves qui l'ont fait. Donc, je pense que d'impliquer vraiment les élèves, puis ils sont capables d'en faire vraiment beaucoup, même chez les très, très jeunes. Puis je pense que ça, c'est un élément qu'on faut pas avoir peur, là, vraiment, de dire, je sais pas exactement je m'enligne où, tout à fait dans chaque détail de mon projet, mais je vais impliquer mes élèves au fur et à mesure du projet, puis ça va aussi prendre la forme, la couleur, la saveur de ce groupe-là cette année-là. Donc ça, je pense que c'est un petit peu de laisser aller le contrôle, mais que la plupart du temps, ça a un super beau résultat aussi. Puis je pense aussi de pas avoir peur d'ouvrir les portes de la classe, puis d'inclure les autres aussi. Il y a des profs de gym qui peuvent nous aider, des profs de musique aussi qui pourraient nous surprendre avec des idées. Nous, on a une enseignante d'espagnol à notre école. Il y a des parents qui sont des experts aussi. Nous, on fait appel aux parents. Est-ce que vous travaillez, justement avec les animaux? Est-ce que vous voulez venir donner une conférence? Puis ça va se construire aussi dans ce sens-là. Donc, je pense que au-delà de prendre une journée de libération puis dire, OK, on planifie tout au complet, on peut aussi justement laisser aller un petit peu. Donc, de la flexibilité à travers tout ça et du laisser-aller, puis du laisser-aller pour venir avoir de ces apports extérieurs-là là, qui peuvent venir faire en sorte qu'on n'a pas tout sur nos épaules comme enseignant. C'est un peu comme ça que ça se vit dans ton milieu aussi. Effectivement, parce que je pense que de vivre un projet avec les élèves, ça l'implique qu'on les met au cœur de l'activité en tant que telle. Donc oui, il faut leur laisser de la place. Puis, il faut aussi se dire qu'un projet, c'est pas nécessairement quelque chose qui prend de l'envergure. Donc, tu sais, tu parlais de la ressource du temps. Oui, naturellement, ça va nous prendre un petit peu plus de temps les premières fois où on va le vivre. Mais après ça, c'est de partir en se disant, je suis pas obligée de vivre un projet qui va durer 6 mois, là. Ça peut durer 2 semaines, puis je vais commencer avec ça, puis à la fin du projet, je vais m'asseoir, puis je vais établir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce que je pourrais ajouter l'année prochaine qui va faire en sorte de bonifier les choses pour pas m'essouffler non plus. Puis en tant que professionnel, d'être capable de me dire comment je vais faire mieux la prochaine fois, comment je vais réussir à amener les élèves autrement. On fait nous-mêmes des apprentissages à travers ces projets-là, donc je trouve que c'est super important de se laisser une chance, puis tu l'as bien mentionné, René, de ne pas vouloir tout contrôler tout le temps, tu sais, de lâcher prise puis de dire, il y a d'autres acteurs du milieu, le multidisciplinaire devient super intéressant aussi, tu as raison, de se dire, comment je pourrais justement, avec 2 matières, combiner ça puis se dire, on va faire un projet ensemble déjà, tu sais, 2 têtes valent mieux qu'une, on le dit tout le temps. Donc, et pour le temps et pour les ressources humaines, je pense que c'est un plus dans ce cas-là. C'est intéressant, donc un apport de l'interdisciplinarité aussi qui peut aider à l'interne, en plus de ces apports externes-là. Est-ce que le numérique peut venir aider à quelque chose là, pour envisager cette complexité-là? Parce que moi, ce que j'entends, évidemment, dans cette flexibilité dont on parlait juste avant, c'est qu'il y a un laisser-aller, donc il y a de l'inconnu, il y a peut-être de la complexité qu'on n'a pas toute planifiée, comme tu disais tantôt, René, à l'avance. Est-ce que le numérique peut venir nous aider à quelque chose là-dedans là, pour faire en sorte que ça soit plus facile de peut-être se revirer de bord, d'être plus réactif, dans le fond, là-dessus? Est-ce que vous avez eu des expériences positives autour de ça? Je pense que le numérique peut toujours venir appuyer. Tout à fait. Tout est dans le comment qu'on le fait. Mais je pense, disons, des élèves qui seraient curieux de dire « moi, j'aurais le goût de créer, disons, un balado, là, exemple. » OK, exemple. Très bon exemple. Très bon exemple. Très, très bon exemple. Mais on pourrait dire justement, OK, le prof, en tout cas, avec des plus jeunes au primaire, ce que je ferais, c'est j'aurais déjà
regarder, disons, en ligne des vidéos YouTube, certains tutoriels qui existent pour m'assurer que le contenu est quand même adapté pour des jeunes. Mais après ça, de dire, OK, ben voici des vidéos que tu pourrais aller écouter, voici, admettons, des références que tu pourrais aller regarder. Mais après ça, je te laisse aller, va regarder ce que tu peux trouver, puis un peu devenir autodidacte dans ton intérêt, puis dans ton projet un petit peu plus personnel dans ce cas-là versus un projet de classe. Là. Donc ça serait peut-être la différence entre les deux. Mais pour un projet personnel, je pense que j'utiliserais beaucoup la techno pour venir appuyer mon enseignement, de me dire, ben là, j'ai pas le temps de te montrer comment faire, mais voici où tu peux trouver l'information. Puis après ça, on revalide ensemble à la prochaine étape, t'es rendu où. Donc côté autonomie, c'est sûr que ça peut venir aider puis appuyer un enseignement. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que je pense que quand on inclut du numérique dans un projet, en fait, faut pas se réserver du temps puis se dire, ben j'inclus pas le numérique parce que ça va gruger tout mon temps. Au contraire, il faut aller de l'avant parce que c'est la voie de l'avenir. Mais où je m'en allais avec ça, c'est qu'il faut aussi éduquer au numérique. Donc, il y a des aspects techniques, entre autres dans le balado, faut le compter dans notre temps, que l'élève va devoir s'approprier la plateforme ou que l'élève, c'est quelque chose qu'il n'est pas habitué de faire, de parler devant un micro, fait que ça se peut qu'il y ait un fou rire à un moment donné. Donc, de lui laisser du temps d'appropriation pour manipuler les outils, se créer un sentiment de compétence face au nouvel outil qu'il va utiliser. Mais oui, il faut mettre de l'avant le numérique et dans la réalisation du projet et dans le processus aussi, parce qu'effectivement, ça peut sauver du temps. On va faire un brainstorm d'idées ensemble, ben on va le faire dans un document collaboratif, comme ça va rester et on va pouvoir y revenir après. Donc, c'est tous des outils qui sont pas obligés d'être des gros outils, là. On a donné un exemple avec le balado, mais ça pourrait être tout simple. Mais c'est de donner le temps et à l'élève et à l'enseignant, parce que souvent, des fois, les enseignants se sentent moins compétents envers le numérique, de leur donner le temps de s'approprier l'outil puis d'aller de l'avant après avec ça. Oui, c'est intéressant ce que tu soulignes là, Josée, sur ce sentiment de compétence-là. Puis là, tu dis, on est capable, comme enseignant, de réfléchir à mettre les conditions gagnantes pour que, justement, les élèves puissent se sentir compétents quand ils découvrent quelque chose de nouveau. Là, quand vient le temps de le faire avec des adultes, puis là, dans votre posture de leader dans vos milieux, je présume qu'à un moment donné, vous devenez des personnes ressources. Surtout dans ton cas, Josée, tu portes le titre quasiment de personne ressource tagué officiellement. Officiellement. Comment on fait pour rassurer les enseignants, des fois, de sortir de leur zone de confort, ou est-ce qu'ils sont toujours dans une zone qu'ils contrôlent parfaitement, là? Parce que là, ça fait une dizaine de minutes qu'on discute ensemble, puis clairement, il y a une portion d'inconnu. Fait que comment on fait en posture de leader pour soutenir puis accompagner, dans le fond, des fois ce pas un petit peu en dehors, là, justement, de la zone de confort, tomber dans quand même la zone proximale de développement? Tout à fait. Tu l'as bien nommé, puis tu sais, on le dit, cette zone proximale de développement-là, on la nomme avec les élèves, mais on doit aussi la nommer avec les adultes parce que tous les apprentissages se font dans cette zone-là. Donc, je pense que c'est justement de les accompagner du mieux qu'on peut à voir c'est quoi le prochain pas, leur suggérer comment on pourrait aller de l'avant, puis les rassurer, être là, autant au niveau technique qu'au niveau pédagogique, comment on peut aller de l'avant. Puis c'est le même principe qu'avec les élèves finalement, tu sais, c'est de les sortir de cette zone-là en étant là pour eux, puis en faisant un retour par la suite avec qu'est-ce qui a bien été, comment on pourrait. Tu sais, il n'y a pas de situation parfaite, là. Même moi, quand on enregistre des projets ou on réalise des créations numériques, j'ai beau l'avoir fait 20 fois, ça se peut qu'avec un groupe, ça soit différent. Parce qu'il y a un élève qui pense quelque chose d'autre. Donc, on est constamment en apprentissage et il y a des contextes, surtout avec le numérique, qui font que des fois, on n'a pas le contrôle. Fait que d'être là pour eux, je pense. Puis, en tant que prof, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Écoute, aujourd'hui, je vais enregistrer mon balado avec mon élève. Est-ce que tu pourrais être là? Est-ce que tu pourrais t'occuper de voir que techniquement tout fonctionne? Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être là pour nous. Puis si on n'a pas de conseillère technopédagogique, ben est-ce qu'on a un parent? Est-ce qu'on a un collègue? Est-ce qu'on a un autre élève qui a déjà fait l'expérience, un plus vieux ou un frère qui vient dans la classe aider et soutenir le reste des élèves? Est-ce que c'est un peu comme ça aussi dans ton milieu, René? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe justement de ce titre-là là, de conseillère pédagogique officiel ou ça se passe justement en entraide là, à l'intérieur des membres du personnel? Oui, c'est vraiment beaucoup dans l'entraide. On est vraiment une très petite équipe à l'Académie. On a une classe par niveau, donc on est quand même tout petit. Mais par contre, ça fait qu'on a un caractère très famille, donc c'est quand même facile. On a comme une relation de confiance qui est déjà établie, puis je pense que c'est un beau rôle des leaders
on n'a pas un rôle de direction nécessairement. Là, il y a des leaders qui peuvent être dans un rôle de direction, mais on a un rôle d'accompagnement plutôt. Donc, les gens, je pense qu'ils se sentent à l'aise rapidement quand moi, disons, je vais voir les autres puis je leur dis « Hey, tu veux-tu venir dans ma classe, juste m'observer cet après-midi, ça te tente-tu? T'es en période libre. Viens travailler dans le fond de la classe puis tu peux juste écouter comment ça se passe. » Puis j'ai une collègue qui a fait ça l'autre semaine puis elle a dit « Ah, j'ai retenu déjà plein de petites choses. » Puis tout, puis on est vraiment beaucoup dans l'échange de services un petit peu. Disons, un enseignant de 5e année qui est super bon en technologie, bien moi, je vais le voir, il ouvre sa porte, je vais l'observer. Donc, on est beaucoup dans cette espèce d'échange de services-là un peu, puis dans l'entraide, puis beaucoup dans la formation informelle, en fait, finalement. Donc, on dîne ensemble, on en discute, je montre quelque chose sur mon tableau pendant qu'on mange, puis après ça, on retourne dans nos classes, puis on essaie des choses comme ça. Mais ça m'interpelle particulièrement, ça, parce que je me dis, comment on la... il y a comment on la crée, mais surtout comment on la maintient, dans le fond, cette espèce de culture d'ouverture, d'échange de services, comme tu dis, René, qu'on sente que les gens sont à l'aise de faire ce pas-là, puis aussi à l'aise, dans le fond, de se tromper, de se planter, que ça se passe pas bien, puis de pas se sentir qu'on va se faire pointer du doigt. Là. Comment on cultive ça dans un milieu pour que ça reste justement bienveillant puis stimulant pour oser? Parce qu'il y a clairement ça, là, de oser faire des affaires qu'on ne contrôle pas, hein, comme on dit depuis le début. Josée, comment ça se passe? Tu es dans une école secondaire? Je pense qu'il faut le nommer. Oui. Il faut le dire d'emblée. Écoute, je me lance avec toi dans ce projet-là, mais j'en sais pas plus que toi. Donc, on va voir où ça va nous mener. Et si jamais on fait une gaffe, si jamais on s'enfarge, ben on se relèvera puis on verra c'est quoi la suite. Tu sais, je pense qu'il faut être transparent et cheminer côte à côte. Tu sais, de se dire qu'on va en faire autant des apprentissages de chaque côté l'un de l'autre. Puis, c'est ça, il faut le nommer. Faut se donner le droit à l'erreur. Il faut partir d'emblée avec cette prémisse-là. On va en faire des gaffes, on va s'enfarger, mais on va apprendre de ça. Il faut le nommer avec les élèves, puis il faut le nommer avec les adultes aussi. Parce que je me dis que c'est dans des situations comme ça, dans des contextes comme ça, que va avoir lieu probablement cette contamination positive. Quelqu'un a essayé, ça n'a pas été parfait. Hein, parce que souvent, des fois, avec les réseaux sociaux, on partage beaucoup, mais on dirait que tout a marché du premier coup. J'oserais quasiment vous demander, au-delà des discussions informelles sur l'heure du midi, est-ce qu'il y a des fois des moments où est-ce que formellement on parle de on s'est planté, il a fallu faire de la résolution de problèmes. Est-ce que ces partages-là commencent à être quasiment demandés un peu, d'en savoir plus là, dans des moments d'une journée pédagogique ou peu importe, là, des rencontres de niveau, des rencontres entre profs ou entre membres du personnel pour les faire émerger, ça? Est-ce que ça commence dans vos milieux, ce désir-là? Bien, le rendre formel, je le sais pas. Je dirais pas jusque-là, mais moi, c'est quelque chose que j'aborde d'emblée avec les gens. Donc, quand j'explique un projet qu'on a mis sur pied, je me fais un honneur de dire « il est arrivé ça, mais on a contourné comme ça. On a fait telle erreur, mais on l'a ramené comme ça. » Et je souligne aussi les apprentissages qu'on a fait avec ces petits déviants-là sur notre parcours initial qu'on avait choisi. Je pense que c'est important de le mentionner, puis ça nous rend juste plus humains les uns des autres. Mais oui, tu as raison, quand on partage le produit final, on veut que ça soit beau, on veut que ça paraisse bien, puis c'est le produit fini, donc c'est ça qu'on veut, mais à travers ça, c'est important d'accorder de la place au processus, puis à l'interne, il faut en parler. Que ce soit de façon formelle ou informelle, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir puis de se dire qu'est-ce qui a mal été, pourquoi, et qu'est-ce qu'on en ressort comme apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire de différent pour améliorer le tout la prochaine fois. De ton côté, René, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas nécessairement une personne avec un titre en particulier fait en sorte que, par défaut, ça finit par se jaser dans le milieu? Parce que là, tu parlais comme de discussions sur l'heure du midi et tout ça. Fait que ces éléments-là sont nommés explicitement? Ah, nos erreurs, oui, 100%. On en parle, en fait, c'est pas mal les sujets de discussion drôles de l'heure du midi. On parle un peu de « aïe, j'ai fait ça, mais c'était une mauvaise idée de sortir la colle juste avant la collation. » Puis on est capable de faire des liens rapides. Mais je pense que c'est une bonne idée d'un peu peut-être souligner les coûts d'apprentissage de la semaine en équipe école. Je pense que ce serait une pratique à instaurer. Puis effectivement, c'est quelque chose que je pense qu'on a appris et développé à le faire avec les élèves. La première, là, je le verbalise quand je fais une erreur d'orthographe au tableau. Je me trompe dans l'horaire. Je le dis aux élèves « Oups, j'ai fait une erreur. Oh, ça m'arrive. » Mais avec les adultes,
moi, je le fais avec mes collègues parce que je veux qu'ils se sentent bien, puis je veux qu'ils voient parce que je suis comme une des plus anciennes de l'école maintenant. Donc, ils ont un peu la conception quand ils rentrent dans l'école, c'est comme « Ah, mon Dieu, René, elle sait tout ce qu'elle fait, super à son affaire. » Donc, moi, je le verbalise, je suis comme non, des fois, je fais des erreurs, je suis mal planifiée, j'ai une mauvaise gestion de temps, j'ai pas bien fait ça. » Donc là, ça les rassure. Mais je pense qu'en tant que même, il y aurait un autre niveau à rajouter de dire « OK, en tant qu'équipe école, on pourrait se partager des coups où on a appris des choses. » Je pense que ça pourrait vraiment aider, point intervention, planification, de plein de choses. En fait, ça pourrait être très riche de partage. Oui, vraiment intéressant. Donc, si vous aviez un conseil ou des pistes, dans le fond, de réflexion à des enseignants, mais peut-être d'autres membres du personnel aussi qui, dans leur milieu, sentent que ça fait pas partie nécessairement de la culture locale, parce que je sens, en vous écoutant parler, que ça fait partie de la culture de vos écoles. C'est par où on commence pour se dire, comme, il me semble qu'il ne faudrait pas que je sois tout seul, il me semble que j'aurais le goût que d'autres mondes embarquent. Ce serait quoi les bonnes pistes, dans le fond, à explorer pour sentir qu'on ne veut pas rester tout seul avec ça, puis, comme on dit, là, que ça ne devienne pas comme, madame une telle, elle a fait des projets, puis elle est différente, là, c'est à part. Comment on fait pour qu'on commence à faire rayonner ça de façon positive, et positive dans le sens que les autres ont le goût d'embarquer, pas pour que ça flash, dans le fond. Bien, je pense, tu sais, tu as mis le doigt dessus un peu tantôt, René, il faut en parler, puis il faut... Là, tu as fini ton intervention en disant « faut pas que ça flash », mais il faut pas avoir peur de flasher. Faut pas avoir peur de dire « j'ai fait ce projet-là, ça a pas été facile dans le parcours, mais voici le résultat final et nous en sommes fiers. » Puis après ça, c'est dans notre rôle de leader d'aller prendre les gens puis de les amener de où ils sont dans un projet qui va leur ressembler puis qui va leur permettre de cheminer. Parce que, René, tu l'as dit, des fois, quand ça fait longtemps qu'on fait des projets ou quand ça fait longtemps qu'on a de l'expérience dans quelque chose, ça peut sembler épeurant pour des nouvelles personnes qui voudraient se lancer, et là, peu importe le domaine, mais c'est d'amener ces personnes-là, peut-être d'aller les prendre par la main ou d'aller leur offrir « Hey, mon prochain projet, est-ce que j'aurais envie de collaborer? Est-ce que tu as envie de... » Puis c'est vraiment d'aller... C'est quoi le prochain petit pas qu'on peut faire ensemble? Mon projet, il était de cette envergure-là, mais le tien va être de quelle envergure? Puis, comment je peux faire pour t'aider? D'un côté. Et de l'autre côté, quelqu'un qui aurait envie de partir, bien, de ne pas hésiter à demander de l'aide. De ne pas hésiter d'aller voir des gens qui, dans le milieu, rayonnent et ont de l'expérience dans le domaine XY et d'aller leur poser des questions et d'aller leur demander de collaborer ou de créer une association pour un projet quelconque. Puis je pense que je rajouterais aussi une perspective primaire. On a tendance à aussi être beaucoup dans nos niveaux, troisième année ensemble ou deuxième cycle ensemble, mais d'aller au-delà de ça. Puis ça s'agit de se trouver un allié dans l'école, un seul. Puis ça pourrait vraiment nous surprendre. On peut être un prof de sixième année, puis on se dit « Hey, moi, la journée de la réconciliation, je veux la souligner, je veux qu'on organise une marche. » Mais là, d'un coup, la prof de première année aussi, ça l'intéresse. Mais pourquoi pas aller chercher les premières années avec les sixièmes années? Puis après ça peut contaminer le reste de l'école. Ou ça peut être un projet 6 et premières ensemble. Donc, je trouve que des fois, c'est de juste se trouver une personne en qui on trouve une affinité, qui croit dans notre projet, une prof de gym, une prof de musique, un membre de la direction, même n'importe qui. Puis après ça, partir de ça, puis on dirait qu'être déjà à deux, de se trouver quelqu'un, des fois, ça rayonne, puis ça part dans tous les sens. Moi, je dis des fois, c'est des projets éclatés, là, je pars avec des idées. Puis après ça, OK, bien, on va le faire étape par étape ensemble avec les élèves, puis ça part un peu de soi aussi, là. Puis là, il me vient une idée par rapport à ça, parce qu'on en a parlé autour de ma table ce matin. On a parlé il y a quelques années de la charte de l'ananas, où on permettait aux gens d'écrire au tableau, ben dans ma classe, telle période, je vais faire telle chose. Tous ceux et celles qui ont envie de venir voir sont les bienvenus. Mais on pourrait peut-être se créer un tableau dans ce genre-là. J'ai envie de partir un projet sur telle thématique. Est-ce qu'il y a des partants? Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent experts ou qui auraient un intérêt? Donc, tu sais, peut-être dans le salon du personnel ou dans le lieu commun qui nous rassemble, comment on peut animer les murs puis aller chercher justement des alliés pour nos différents projets. Ouais, rendre ça visible. Tout à fait. Absolument. Piste très intéressante. Donc, ouverture, collaboration, flexibilité. Fait qu'on a là des éléments clés là, pour vivre un apprentissage par projet avec des situations authentiques qui sont source d'apprentissage pour tout le monde, hein, les plus jeunes comme les plus vieux. René,
Josée, merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions-là émanant de votre milieu à ces sujets-là. Puis au plaisir de reprendre cette discussion-là pour voir comment ça évolue dans vos milieux. Je serais curieux de savoir, peut-être je vous donne rendez-vous dans un an, mettons. Avec plaisir. C'est super. Merci Maxime. Merci. Leadership partagé est une série balado présentée par le Récit de l'enseignement privé en collaboration avec le Cadre 21. Nous vous invitons à découvrir également la série balado Mon DP continue, qui aborde toutes sortes de sujets qui gravitent autour du développement professionnel des personnes enseignantes et de tout le personnel scolaire de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Merci de vous abonner à cette chaîne via votre application balado préférée afin d'ajouter les autres épisodes dans votre liste de lecture et encore mieux, de les partager dans votre réseau.